Bonjour, quelles sont les perspectives géopolitiques pour 2023? Pour nous, Européens, bien sûr, la guerre en Ukraine restera le sujet numéro un. Malheureusement, elle risque de durer. Il n'y a pas de solution militaire, même si l'armée russe perd un peu, elle subit des pertes, mais pas pour le moment au point de s'écrouler, malgré une aide occidentale de plus en plus importante. Et bien sûr, elle n'est pas en mesure de reconquérir le terrain perdu. Mais il n'y a pas non plus de solution diplomatique, parce que les positions de Zelensky d'un côté et de Poutine de l'autre sont irréconciliables. Poutine veut négocier si Zelensky reconnaît les territoires qu'il a conquis par la force depuis le mois de février, et Zelensky veut négocier si Poutine rend tous les territoires qu'il a conquis, non seulement depuis février, mais également depuis 2014. Donc le conflit risque de durer, chacun mise un peu sur le fait d'obtenir un avantage militaire, même si très concrètement on voit mal à long terme comment la Russie pourrait s'en sortir en gagnant. Elle a bien sûr l'avantage démographique, 135 millions d'habitants contre 35 millions peut-être du côté ukrainien. Elle peut plus mobiliser, mais elle mobilise des gens qui ne sont pas tellement combatifs, pas tellement déterminés. Et puis en termes d'équipement, l'avantage est du côté ukrainien. Est-ce que le soutien occidental restera aussi ferme en faveur de l'Ukraine? Zelensky a fait un déplacement aux États-Unis pour s'en assurer, pour faire en sorte que les républicains qui vont contrôler la Chambre des représentants à partir du 3 janvier ne mettent pas fin à l'aide matérielle massive et financière massive accordée à l'Ukraine et obtenir un soutien bipartisan, ce qu'ils semblent avoir pu obtenir, mais il faudra vérifier sur la longue durée si ce soutien reste aussi constant et massif. Il l'a en tous les cas du côté européen. Certains lui reprochent de ne pas avoir fait sa première visite à l'extérieur en Europe alors qu'il est candidat à l'Union européenne. Il répond que ce sont plutôt les États-Unis qui l'aident militairement. Il y aura bientôt un sommet Union européenne-Ukraine. Zelensky pourrait faire le déplacement à Bruxelles pour donner plus d'importance et montrer quand même le respect qu'il a pour les institutions européennes. Mais sinon, on voit que toutes les capitales européennes se battent pour avoir le privilège d'être le pays qui va l'accueillir sur son territoire avant les autres. Et Zelensky peut faire jouer cette concurrence. On a cette situation relativement paradoxale où c'est le pays qui demande de l'aide qui peut faire jouer la concurrence des pays qui viennent à son secours. Le monde occidental a refait son unité du fait de la guerre en Ukraine. Il n'y a jamais eu aussi peu de divergences entre Américains et Européens, mais peut-être que les questions économiques pourront les diviser de nouveau. Biden a un plan pour verdir l'économie américaine, dont on ne peut que se féliciter, pour également garantir les emplois, conforter les classes moyennes. Mais ce plan est un plan en fait protectionniste qui veut attirer les investisseurs étrangers aux États-Unis, parfois au détriment de ce qu'ils pourraient faire en Europe. Et il y a la crainte parmi les pays européens, et notamment Emmanuel Macron a exprimé cette peur, que les industriels européens aillent aux États-Unis où les conditions d'accueil sont meilleures ou que les industriels américains établis en Europe prennent ce même chemin. Il ne faudrait pas que les barrières protectionnistes entre Europe et États-Unis viennent mettre à mal l'alliance stratégique entre les deux pays, mais en même temps, les Européens ne peuvent pas accepter de se faire dépouiller sans réagir. Et il faut qu'il y ait un véritable partenariat également économique entre les États-Unis et les Européens. Et on sait que finalement, les Américains ne sont pas toujours bienveillants par rapport à les alliés européens et quelque part est dans une concurrence acharnée avec les acteurs économiques européens. Et il faut que nous en soyons conscients. Bien sûr, pour les États-Unis, la compétition avec la Chine reste la priorité stratégique numéro un. Or, la Chine va connaître un changement assez important puisqu'elle a totalement changé de politique à l'égard du Covid. On est passé d'une politique très restrictive qui empêchait les déplacements d'une zéro Covid à une politique faites ce que vous voulez et contaminez-vous les uns les autres pour atteindre une immunité naturelle de la population. Mais cette politique est dangereuse sur le plan sanitaire parce qu'il va y avoir des morts. Il y a eu 6 millions de morts en Inde. Et puis, c'est que cela peut faire apparaître de nouveaux variants. Elle est également dangereuse sur le plan économique puisque la Chine est un peu à l'arrêt avec le nombre de malades, 20 millions de contaminations par jour. Mais en même temps, on voit bien que Xi Jinping lui-même, tout autoritaire qu'il est, a été obligé d'écouter la population. Ce sont les révoltes de la population chinoise contre les restrictions qui devenaient insupportables de la politique zéro Covid qui ont amené Xi Jinping à complètement changer de politique à l'égard du Covid. Est-ce que la Chine est rentrée dans une zone de turbulence à la fois politique et économique ou est-ce que c'est une zone passagère et que la direction chinoise va reprendre le gouvernail? Il faut quand même qu'elle fasse attention à ne pas vouloir
imposer et penser que la population va suivre de façon docile. Xi Jinping n'est pas un nouveau Mao, parce que Mao pouvait imposer n'importe quoi à sa population qui n'avait aucun moyen de protester, alors que l'on voit bien, notamment du fait des réactions à la politique du zéro Covid, que les Chinois, eh bien, de temps en temps, se font entendre et n'acceptent pas tout de leur régime. Sur le plan climatique, eh bien, on peut penser que les sommets vont s'enchaîner sans décision véritable, avec juste de l'adaptation. Pourtant, les catastrophes climatiques font un nombre de morts plus important que la guerre en Ukraine. Il y a toujours un temps de retard de la soi-disant communauté internationale. Il y a une conscience des dangers du réchauffement climatique, mais les décisions ne suivent pas tout à fait. Le 3 janvier, un nouveau gouvernement en Israël, et là, finalement, un gouvernement où il y a un parti avec 14 députés sur 120 à la Knesset, ouvertement raciste. Netanyahou a été un habile négociateur pour pouvoir constituer une coalition et être de nouveau au pouvoir. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à cette nouvelle coalition, du fait non pas du virage à droite, mais de l'acceptation de dirigeants ouvertement racistes, qui d'ailleurs ont été à l'origine des appels à la haine contre Isaac Rabin, qui ont conduit à son assassinat. S'il y avait un durcissement de la répression, il y a quand même eu 140 Palestiniens qui ont été tués par les forces de l'ordre l'an dernier. Si ce nombre devait augmenter avec une facilité plus grande pour tirer, il n'est pas certain que la population palestinienne reste sans réagir, même si on ne peut que constater l'atonie des dirigeants palestiniens, le manque total de légitimité de Mahmoud Abbas. Et puis s'il y avait effectivement une répression plus grande de la part d'Israël, pour les gouvernements arabes qui ont signé la paix, cela serait plus difficile à mettre en avant cette politique. Cela élargirait le fossé entre la communauté juive américaine qui est libérale et qui se sent assez peu représentée par des mouvements racistes. Et donc le fossé entre Israël et la communauté juive américaine s'élargirait. Ce sont plutôt les mouvements évangéliques qui sont maintenant les principaux soutiens d'Israël aux États-Unis. Et puis ça poserait un problème pour les gouvernements occidentaux qui ne pourront pas continuer longtemps à croire à l'illusion d'une solution à deux États, qui est en fait morte et enterrée depuis longtemps. Mais on peut dire que là, les obsèques sont officielles avec ce nouveau gouvernement. Et ce gouvernement pourrait tenter de frapper l'Iran si l'Iran continuait d'aller vers un programme nucléaire militaire. On se rend compte quand même de la dramatique erreur de Donald Trump d'avoir brisé cet accord nucléaire signé en juillet 2015 qui permettait d'éviter deux scénarios catastrophes, un Iran doté de l'arme nucléaire ou une guerre pour empêcher l'Iran de devenir nucléaire. Le problème, c'est que cet accord a été brisé, que depuis, il y a en Iran un gouvernement beaucoup plus répressif, que les Occidentaux sont gênés pour négocier un accord nucléaire avec un gouvernement qui tue sa propre population. Mais en même temps, on a besoin d'un accord nucléaire parce que si l'Iran se dirige vers l'arme nucléaire, eh bien, ça serait une catastrophe pour l'ensemble de la région. En Iran, sur le reste, c'est toujours la lutte entre la répression et la contestation. Le nombre de morts s'allonge. Ce régime est prêt à tout pour se maintenir. Et en même temps, la population est prête à de nombreux sacrifices, y compris la vie pour beaucoup, pour se débarrasser d'un gouvernement qu'elle ne peut plus supporter et qui a échoué dans sa mission de développement du pays. La société iranienne est trop éduquée, trop informée pour supporter encore longtemps ce gouvernement qui n'a d'autre option que de durcir encore la répression pour espérer se maintenir au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles? Non, il y a quelques bonnes nouvelles. L'intronisation de Lula le 3 janvier, on est débarrassé de Bolsonaro, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le Brésil, c'est bon pour l'Amérique latine et c'est bon pour le multilatéralisme, même si Lula n'aura pas tout à fait les coups des franches. On est d'ailleurs un peu déçu de la faible représentation des Européens et de la France à l'intronisation de Lula. C'est un partenaire qui peut être essentiel. Parmi aussi les bonnes nouvelles, c'est la paix, ou du moins le cessez-le-feu en Éthiopie entre les forces du Tigré et l'armée éthiopienne. Ce conflit a fait 500 000 morts. 500 000 morts. Et cette paix reste fragile parce que c'est une paix des vainqueurs. Et il faut que le gouvernement éthiopien fasse à la fois une politique de développement et de réconciliation, et non pas d'imposition de sa force au Tigré, sinon le conflit repartira un jour. Les choses s'arrangent également au Yémen. Il faut s'en réjouir. Et puis aussi, il y a un espoir. On parle de la candidature du Dr Mukwege aux élections présidentielles en République démocratique du Congo. Est-ce qu'elles auront lieu? Est-ce qu'il pourra se présenter?
mais ce serait au moins quelqu'un qui s'occupe de son pays et qui l'aide un peu à se relever. Et effectivement, là aussi, la RDC, c'est un conflit oublié. Ce sont également des milliers de morts dont on parle assez peu. On sait que le grand fait géopolitique pour les années à venir, c'est la rivalité entre les États-Unis et la Chine, rivalité dans laquelle les États-Unis ont pour objectif d'amener les Européens vers eux au nom d'une coalition des démocraties contre l'axe des pays autoritaires. Mais il y a une autre summa division qui est de plus en plus visible, c'est celle de l'Ouest contre le reste. Les pays occidentaux ont depuis longtemps perdu le monopole de la puissance, mais la guerre en Ukraine met encore plus en lumière cela. Les pays non occidentaux nous reprochent de considérer que nos problèmes sont globaux, alors que les autres, les leurs, sont seulement régionaux. Mais pour eux, ils ne sont pas régionaux. Et donc, ils nous reprochent de nous préoccuper, de nous focaliser sur la guerre en Ukraine et de ne pas nous occuper des autres conflits qui, très souvent, font beaucoup plus de morts que le conflit en Ukraine. Il faut que nous prenions conscience de cela, parce que si nous n'en prenions pas conscience, ce fossé va s'élargir et nous serons à terme perdants. Nous ne pouvons plus imposer notre volonté aux autres pays occidentaux. L'exemple d'un pays comme l'Arabie saoudite, par exemple, qui auparavant obéissait assez docilement aux États-Unis en vertu du fameux pacte du Quincy, eh bien là, Joe Biden avait dit qu'il ferait de prince héritier MBS un paria. Il est allé à Riyad pour lui demander très poliment et très gentiment d'augmenter sa production de pétrole. Le prince a dit qu'il ne pouvait pas, et peu après, il a décidé de la diminuer, en accord avec la Russie. C'est un exemple parmi d'autres du fait que les États-Unis ne peuvent plus imposer leur agenda et leur politique aux pays latino-américains, arabes, africains ou asiatiques. Il faut que nous soyons conscients. Si nous voulons toujours forcer les autres à être comme nous ou à adopter notre agenda sans les considérer comme des partenaires, nous allons perdre et finalement accélérer notre perte relative de puissance. Il ne suffit pas de dire que les pays non occidentaux n'ont pas nos valeurs, ne partagent pas nos valeurs. Il faut aussi être à l'écoute et très souvent, ce qui nous reproche, j'ai eu souvent l'occasion de le dire, ce ne sont pas nos valeurs, c'est le fait que nous les appliquons nous-mêmes de façon sélective. Soyons plus cohérents. Soyons plus cohérents si on ne veut pas que ce fossé entre le monde occidental et les non-occidentaux, si on ne veut pas que ce fossé entre les occidentaux et les non-occidentaux s'élargisse parce que c'est nous, occidentaux, qui, à terme, seront perdants. Et la Chine et d'autres pourraient finalement profiter que ce fossé s'élargisse. Donc à nous de faire attention à cela. Cela doit être une priorité pour l'année 2023 pour les pays occidentaux.